Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. Avant d'aller plus loin, donc je vous invite à m'indiquer dans l'espace de chat que vous avez à droite de votre écran, à me dire si tout est OK pour vous de votre côté, si vous m'entendez bien, me voyez bien mon écran que je vais agrandir après. Super, parfait. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Je vous laisse finir de vous installer. On est déjà assez nombreux, et puis bon, il est 13h31, on va démarrer sans plus attendre et puis les prochains, participants nous rejoindront en cours de route. Donc, aujourd'hui, c'est la reprise pour nous, même si, on est déjà au mois d'octobre, mais, c'est la reprise des webinaires pour nous, en tout cas sur les sujets, techniques qui vous intéressent et on démarre, dans le vif du sujet, vraiment avec un sujet, brûlant, j'ai envie de dire, qui est le sujet de la holding, que je pense que vous connaissez tous de près ou de loin, mais qui est un vrai sujet, super important, qui touche à peu près tout le monde au final, quand bien même on n'y pense pas, on pense pas forcément que ce soit adapté à soi. Vous allez le voir. Donc, du coup, j'agrandis mon écran cette fois pour que vous puissiez y voir. Donc, on va en avoir, je pense à peu près en moyenne, hein, pour ceux qui assisteraient à un webinaire pour une première fois chez nous, à peu près 1 heure. Hem, je vais essayer de faire, assez court sur la présentation pour vraiment après se concentrer sur les questions. Donc vous avez un espace de chat, donc à droite là, c'était vraiment pour se dire, coucou et puis, tout va bien et je vous invite par contre à poser vos questions dans l'onglet questions, super important pour que vraiment on puisse, s'y retrouver. Donc dans l'onglet questions, vous allez pouvoir poser toutes vos questions au fur et à mesure de la présentation. J'y réponds à la fin sans faute, je réponds à toutes les questions. Si certaines sont trop précises ou nécessitent, des précisions, je ne pourrais pas forcément y répondre de façon précise, mais si vous êtes client chez nous, on pourra bien sûr, continuer le sujet. Donc, onglet questions, vous votez tous pour les questions préférées, comme ça vous évite aussi de reposer plusieurs fois la même question. Vous votez pour vos questions préférées, vous verrez, il y a un système de vote dans les questions pour que je fasse pardon, remonter les questions, qui ont été le plus votées en premier. Voilà. Juste, avant de commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas Ça compte pour moi ou qui ne seraient pas, déjà, clients chez nous, Ça compte pour moi, c'est un cabinet d'expertise comptable en ligne. Donc, moi-même d'ailleurs, je ne me suis pas présenté, pardon. Je suis Mathieu Chauveau, expert comptable et donc CEO, de Ça compte pour moi et cofondateur de Ça compte pour moi, qui est donc un cabinet d'expertise comptable en ligne qui va faire, bah, sur le fond, on va pas, réinventer grand chose dans le sens où on répond à toutes les obligations comptables et fiscales, sociales et juridiques des entreprises. Donc c'est des bilans comptables, des liasses fiscales, des déclarations de TVA, des bulletins de paye, des formalités juridiques et cetera. Donc ça, bien sûr, la différence se fait vraiment sur la forme, dans le sens où on a un cabinet 100 en ligne qui, met à votre disposition un outil, en ligne qui nous est propre et qui nous permet d'interagir avec vous, que vous ayez un tableau de bord en temps réel sur votre activité et tout ça, bien sûr, avec un collaborateur qui vous est dédié et qui répond à toutes vos questions au quotidien, sur, toutes les questions que vous pouvez avoir sur la gestion de votre entreprise. Voilà, donc on est à peu près, on est même 70 aujourd'hui collaborateurs sur Ça compte pour moi, plutôt 4000 clients. C'est vrai qu'il faudrait qu'on mette les slides à jour. Et voilà, avec la particularité d'être certifié ISO 9001 pour la qualité, des prestations qui est, très important en tout cas, qui nous tient à cœur chez nous, la qualité de nos prestations et la satisfaction de nos clients, bien sûr. Voilà, fini pour la petite publicité. On passe sur le sujet, que vous attendez, sachant que bon, de toute façon, un certain nombre d'entre vous sont déjà clients chez nous. Et comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas après sur ce sujet-là notamment mais bon sur d'autres aussi, hein, mais pour aller plus loin, ce type de sujet, à revenir vers votre collaborateur pour planifier un rendez-vous avec l'expert comptable qui s'occupe de votre dossier. Donc, chez nous, c'est soit Romain, mon associé, soit moi et du coup, on pourra aller plus loin sur ces sujets, de holding notamment, qui nécessitent voilà, un accompagnement, personnalisé qui nécessite d'aller plus loin sur le sujet parce que ça il y a un certain nombre d'enjeux, vous allez le voir. Merci Greg pour le petit message dans le chat. Donc, du coup,
on va faire 4 étapes et vous allez voir la deuxième étape est la plus importante. Première, qu'est-ce que c'est une holding? La deuxième, pourquoi avoir recours à une holding? Et c'est là la plus importante parce qu'on va le décliner en fait en 6 cas parce que c'est vrai que il y a plusieurs intérêts, il y a plusieurs enjeux à faire une holding. On va le voir. J'ai décliné ça en 6 façons différentes. Il y a on pourrait le faire autrement en tout cas, mais moi je l'ai synthétisé en 6 façons, 6 intérêts pour moi d'avoir recours à une holding. Quelle forme juridique choisir quand, si on fait une holding? Puisqu'on le verra avec la définition, la holding n'est pas une forme juridique en tant que telle. Et puis ensuite, une fois qu'on s'est décidé, comment on fait pour créer une holding? Donc, je tape sur le mauvais clavier, voilà. Qu'est-ce que c'est une holding pour démarrer? Donc déjà une holding, c'est pas une société, enfin c'est pas une forme juridique, c'est pas un statut juridique à proprement parler. Ça n'a pas, vraiment, de sens, au sens juridique comme peut l'être, une SARL, une SAS, une SCI et cetera. La holding en fait, c'est vraiment, pour définir une société, peu importe sa forme, qui va détenir une ou plusieurs sociétés. Donc ça vient de l'anglais to hold, détenir, donc c'est vraiment une holding, ça symbolise plutôt une activité, l'activité d'une entreprise plutôt qu'un statut. C'est super important parce que la confusion est très fréquente. Donc quand je suis une holding, je détiens, à partir du moment où je détiens au final une participation dans une société, alors significative, on peut considérer que je suis une holding. Après, bien sûr, la holding, elle va avoir vocation à faire ça de façon principale, contrairement à d'autres sociétés qui pourraient être des sociétés d'exploitation qui ont des participations par-ci par-là. Voilà. Donc la holding, c'est tout simplement une société qui en détient une ou plusieurs autres, peu importe la forme juridique. Et la holding, vous allez peut-être entendre parler des fois, mais je vais quand même passer assez rapidement parce que c'est assez technique. Elle peut être active ou passive, mais pour faire simple, et là je ne rentre pas trop dans les détails, parce que pour le coup, ça va dépendre aussi des situations de chacun. Mais une holding active, ça va définir une holding qui va avoir une activité, comme son nom l'indique, qui va être active, notamment dans la gestion de ses filiales. Donc, qui va pouvoir, par exemple, avoir des salariés qui vont être au service des filiales, qui va avoir, je ne sais pas, regrouper un certain nombre de charges au niveau de la holding pour pouvoir proposer des services à ses filiales et ainsi de suite, mutualiser des centres de coûts et des choses comme ça. Donc ça, c'est une holding qui est active, qui a une vraie activité. Comme ça l'indique, une passive n'a vraiment vocation qu'à détenir que des titres et rien faire d'autre. Ça a des enjeux un peu, ça a des enjeux fiscaux, mais qui sont assez touchy, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, je ne rentre pas plus dans le détail que ça là-dessus, sur actif, passive. Voilà. Donc, pourquoi avoir recours à une holding? Déjà, le premier point, clairement, pour répondre à la définition, c'est acquérir une nouvelle société. Quand on est dans une position d'acquérir une nouvelle société, alors même, je parle là même dans une position où on n'a actuellement pas du tout de société, hein, on n'a rien, on ne détient rien, on est nous, personnes physiques, on se met en position d'acquérir une société. Et je dis bien une société, attention, et non un fonds de commerce, hein. Et encore que, bon, on va le voir, ça peut se faire aussi, mais là, je parle vraiment d'acquérir des titres d'une société. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous faites cette acquisition de titres de société à titre personnel, c'est-à-dire que vous, en tant que personne physique, vous rachetez les titres de la société à son ancien propriétaire. Du coup, ça veut dire que potentiellement, vous allez devoir faire un financement pour acheter ces titres. Et donc, à titre personnel, vous allez devoir emprunter. Donc déjà, ça vous endette, ça vous augmente votre endettement personnel et donc diminue directement votre capacité d'endettement. Donc ça, c'est un peu gênant. Deuxième point, vous allez avoir des intérêts d'emprunt qui ne vont être déductibles fiscalement nulle part, tout simplement. Donc, vous ne pouvez pas déduire parce que vous avez fait un emprunt pour acquérir votre société, de le déduire de l'impôt sur le revenu, j'ai déjà entendu. Non, c'est pas possible. Et puis, la vraie grosse problématique, surtout, c'est que vous allez acheter cette société et pour rembourser cet emprunt que vous avez fait à titre personnel, vous allez devoir vous verser de la rémunération ou même des dividendes de la société vers votre patrimoine personnel pour rembourser le prêt. Et donc, cette rémunération et ou ces dividendes ou ce que vous voulez vont être soumis à impôt sur le revenu et à cotisation sociale. Donc, vous allez devoir payer des cotisations
pour un revenu que vous n'allez pas toucher, pour lequel vous allez rembourser votre emprunt. Alors certes, vous allez, du coup, en remboursant cet emprunt, vous constituer un patrimoine personnel, mais à un certain coût à court terme, quand, notamment en plus on vient de faire l'acquisition d'une société et qu'on n'a pas forcément la marge de manœuvre nécessaire pour, vraiment, perdre dans le lot, perdre l'effet, à l'inverse d'un effet de levier entre guillemets, en payant ses cotisations et cet impôt. Donc l'astuce, c'est quoi? C'est de créer une société, donc qui serait une holding, qui elle va faire l'acquisition de cette société. Donc qui va faire l'acquisition de ces titres. Quel est l'avantage de ça? C'est que donc cette holding, elle va faire son emprunt. Déjà, premièrement, on peut déduire fiscalement les intérêts de l'emprunt du résultat de la holding. Deuxièmement, au lieu de se verser personnellement de la rémunération pour rembourser cet emprunt à titre personnel, on va en fait remonter directement soit les résultats de la filiale vers la holding pour rembourser un emprunt, soit on peut se mettre avec une holding qui va facturer des prestations de gestion de la filiale directement pour pouvoir remonter du cash et donc rembourser l'emprunt. Donc peu importe la façon dont on le remonte, en tout cas le cash, c'est juste la mécanique qu'il faut bien comprendre que là, cette fois, c'est au lieu de passer par ce patrimoine personnel, on passe directement de la filiale à la holding qui rembourse l'emprunt. Donc vous n'avez aucun impact au niveau impôt sur le revenu et cotisation sociale. La holding non plus, puisque, ou en tout cas très peu, puisque soit elle facture des prestations, ça va lui générer un bénéfice imposable à l'IS. Bon, elle a le cash en face pour payer l'IS puisqu'elle a remonté et puis l'IS reste quand même assez mesuré en termes de taux d'imposition par rapport à ce que ça peut être au niveau des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. Et puis l'autre intérêt, c'est que si c'est une remontée de dividendes, là on a le régime Murphy, et donc j'en viens au troisième point, qui donc là on rentre dans dans le premier dispositif fiscal intéressant qui est souvent lié donc au montage avec la holding, c'est ce qu'on appelle le régime Murphy. Donc le régime Murphy, c'est un régime dans lequel vous allez pouvoir remonter des dividendes d'une fille vers une mère sans qu'il y ait ce qu'on appelle une double imposition. Donc ça veut dire quoi? Une double imposition, c'est que la fille, elle va générer un résultat, elle paye son IS, elle a un résultat net après IS. Elle distribue les dividendes. Et quand elle va distribuer ces dividendes à la mère, grâce au régime mère-fille, la mère, elle va être exonérée d'imposition sur ces dividendes avec une réintégration, c'est comme ça qu'on le dit, une réintégration pour quote-part de frais et charges de 5% en face. Donc autant on peut le faire autrement, mais en tout cas le mécanisme fiscal est comme ça, c'est-à-dire on exonère et on réintègre 5%. On pourrait dire aussi tout simplement que c'est exonéré à hauteur de 95%. Donc quand vous remontez 100 de dividendes d'une fille vers une mère, quand vous êtes dans le régime mère-fille, vous avez seulement 5 qui est imposé dans la mère, et ces 5 qui sont imposés à l'IS. Donc, vous l'avez compris, quand on distribue 100, on est imposé sur 5, potentiellement au taux d'IS à 15%, le taux réduit, 5% fois 15%, ça fait 0,75% si je ne me trompe pas. Donc en gros, sur 100, vous êtes imposé sur seulement 750 €, 0,75% de la somme. Donc c'est autant vous dire rien, contrairement à si vous l'aviez distribué des dividendes à titre personnel, où vous auriez eu la flat tax à hauteur de 30% au maximum. Donc c'est là où vraiment le régime Murphy est intéressant. Pour avoir bénéficié du régime Murphy, il faut détenir au moins, c'est assez en fait, c'est assez simple, hein, puisqu'il faut détenir au moins 5% de la fille. Donc autant vous dire quand on a une holding, généralement, on arrive à remplir cette condition-là. C'est la seule condition pour vraiment bénéficier. Il faut bien sûr que les deux sociétés soient à l'IS, mais généralement c'est le cas, hein. C'est vrai que j'ai enfoncé un peu cette porte ouverte-là, mais on parle de société à l'IS. Voilà, donc le premier intérêt sur vraiment la holding, c'est si vous voulez racheter une nouvelle société, et d'ailleurs, je me remarque, vous pouvez très bien racheter d'ailleurs votre propre société. On va le voir, il faut mieux faire la plus souvent des dispositifs d'apport de titres que des dispositifs de rachat par rapport au système de la plus-value. Et encore, donc ça dépend des cas. Si on a des exonérations de plus-value, pourquoi pas. Mais en tout cas, on a cette possibilité-là qui est, vous le voyez déjà, un effet de levier. En fait, la holding, hein, c'est souvent une histoire d'effet de levier. Bon, il y a des histoires de structuration, bien sûr, mais au niveau fiscal, on est vraiment sur des histoires d'effet de levier. Et là, on a un vrai effet de levier par rapport à ça. Et au régime Murphy. Ensuite, le deuxième intérêt, et là, on est plutôt sur il y a une petite coquille d'ailleurs, fiscale, intégration fiscale, il manque un E. Du coup,
la deuxième intérêt, c'est vraiment un intérêt de structuration, un intérêt juridique qui est de gérer un groupe de sociétés. Donc on a, plusieurs intérêts à avoir une holding pour gérer un groupe de sociétés. Déjà, donc dans les intérêts, en effet, l'intégration fiscale avec un E, puisque c'est l'intégration qui est fiscale. L'intégration fiscale, c'est un dispositif dans lequel, pour faire simple, vous allez avoir, des résultats, d'une entité qui vont se compenser avec les résultats d'une autre entité. Grâce à l'intégration fiscale, je vous le fais vraiment simple, hein, vous allez pouvoir mutualiser les 2 et pouvoir, ainsi réduire l'impôt global de l'ensemble des sociétés. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui vous avez une société d'un côté où vous avez un résultat, de 100, vous allez payer, je dis une bêtise, là je parle même pas de taux réduit, imaginons donc, 28 d'IS si je prends l'ancien taux, qui était jusqu'à maintenant, donc vous allez payer 28 sur 100. D'un autre côté, vous avez une autre, société qui fait -50. Bon, ben là, vous avez rien. C'est-à-dire que certes, vous ne payez pas d'IS, parce que c'est un déficit, mais on ne vous rembourse pas non plus pour autant l'IS. Alors sauf à faire, c'est pour ça que j'entre pas dans les détails, sauf à faire ce qu'on appelle du carry-back, mais bon, c'est, dans la plupart des cas, dans le cas normal, on ne le rembourse pas. Et donc vous vous retrouvez à payer 28. Alors que si vous aviez fait, cumuler les 2, 100 d'un côté, -50 de l'autre, vous vous retrouvez avec un résultat global de 50 et donc vous payez de l'IS que sur 50, donc on va dire 14. Du coup, vous avez quand même, diminué votre impact trésorerie. Voilà. Donc c'est vraiment l'intérêt de faire l'intégration fiscale, c'est de pouvoir cumuler des sociétés qui ont des déficits d'un côté et des bénéfices de l'autre. Bon, quand on n'a pas de sociétés qui ont vocation à faire du déficit, des déficits qui d'ailleurs qui seraient significatifs et qui seraient récurrents, bon, ça perd de son intérêt, c'est clair. Donc c'est assez rare en tant que tel, l'intégration fiscale, elle se fait beaucoup dans les gros groupes de sociétés, mais bon, sur des sociétés, sur un groupe, vous avez juste votre holding, une société d'exploitation et puis après des SCI par exemple, bon, l'intérêt est assez limité, généralement. Ensuite, pourquoi il est d'autant plus limité l'intérêt que par contre la problématique de l'intégration fiscale, c'est que vous ne cumulez pas les taux réduits, donc vous avez une seule fois le taux réduit. Quand vous n'êtes pas en intégration fiscale, l'avantage c'est que vous pouvez cumuler les taux réduits entre guillemets, puisque si vous avez plusieurs bénéfices, ils vont chacun bénéficier de plusieurs taux réduits. Ensuite, l'intérêt, c'est de faire circuler de la trésorerie. Quand on a un groupe de sociétés et qu'on a une holding au-dessus, ça va vous permettre de faire ce qu'on appelle des conventions de trésorerie, qui vont permettre de faire circuler la trésorerie entre les sociétés. J'ai une société d'un côté qui a des excédents de trésorerie, j'ai une société d'un autre côté qui a des besoins de trésorerie. Et encore une fois, grâce à une structuration avec un groupe et une holding au-dessus, je peux faire circuler les excédents de cash d'un côté vers la société qui a besoin de cash. Et ça transite généralement par la holding qui assure ce rôle de gestion de la trésorerie. Attention, ça, pour le faire, il faut vraiment bien le structurer juridiquement et faire des conventions de trésorerie. Nous, alors on peut vous accompagner là-dessus, en tout cas pas nous directement, mais en tout cas le cabinet d'avocats qui fait partie de notre groupe, puisque là on est sur vraiment une mission à mener par un avocat. On est sur des choses qui sont importantes à bien mener juridiquement. Sinon, en cas de contrôle fiscal, ça passera pas, tout simplement. Ensuite, il y a intérêt à facturer des prestations. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure et ça va un peu avec la mutualisation des coûts. C'est qu'on peut avoir un intérêt à dire que vous avez une société qui va centraliser des coûts pour plusieurs sociétés à la fois, parce que vous avez un salarié que vous allez utiliser pour plusieurs sociétés, parce que vous avez, je ne sais pas, un loyer que après vous allez aussi utiliser à plusieurs, bon, et ainsi de suite. Donc là, on peut avoir un vrai intérêt, encore une fois, à faire une holding qui va pouvoir prendre ces charges et ensuite les répartir soit par de la facturation notamment, c'est la plupart du temps, c'est le cas. Donc on peut faire ce système-là et puis que je l'ai dit, on peut cumuler les plafonds au taux réduit d'IS. Donc bien sûr, là, c'est l'intérêt à la limite un peu premier, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais c'est vraiment quand vous commencez à avoir plusieurs sociétés, mettre une holding au-dessus, ça a un vrai intérêt pour pouvoir gérer cet ensemble de groupes de sociétés et c'est surtout avoir une société au-dessus qui va pouvoir ensuite avoir plusieurs entités en dessous, plutôt que vous avoir en direct plusieurs entités en dessous, ou pire, avoir tout au sein de la même entité. Parce que alors là, c'est très compliqué le jour où vous voulez céder une activité, par exemple, notamment. Ça devient assez compliqué, c'est bien de les avoir séparés. Et puis ça limite aussi les risques, aussi, puisque s'il y a une activité qui est un petit peu en péril, ça permet qu'elle soit isolée et qu'elle ne mette pas en péril les autres activités aussi. Voilà.
Donc la gestion du groupe de société. Ensuite, le troisième, qui peut se voir assez souvent aussi et qui va un peu avec, c'est quand vous êtes plusieurs associés, c'est structurer ce que je vais appeler structurer la gouvernance. Donc structurer la gouvernance, c'est notamment si vous avez plusieurs associés qui sont dirigeants d'une même société, la problématique des fois qui peut se poser, c'est de se mettre d'accord sur le montant des rémunérations, sur la façon dont on se rémunère. Parce que par exemple, il y en a un qui veut de la rémunération, il y en a un qui veut du dividende, il y en a un qui veut un niveau de rémunération plus élevé que l'autre parce que les contextes sont différents, pas les mêmes conditions de vie, les mêmes niveaux de vie, etc. Donc ça peut avoir cette problématique-là. Il peut y avoir lié en fait ces structurations de gouvernance avec le premier point qui était d'acquérir une société, c'est-à-dire que quand on est plusieurs associés et qu'on a dû se racheter des parts, il y a aussi un intérêt à chacun avoir sa société pour pouvoir faire chacun son emprunt plutôt que de le faire à titre personnel pour toutes les raisons qu'on a dit tout à l'heure. Et souvent, on peut en profiter pour structurer la gouvernance et dire, plutôt que de chacun se rémunérer, enfin d'être par exemple salarié ou d'être gérant non salarié dans la société, chacun va pouvoir facturer des prestations sur lesquelles on se met d'accord sur le montant de ces prestations. Donc, chacun va facturer des prestations à cette société d'exploitation pour la gestion de cette société, tout simplement. Et ça, c'est pas un problème de le faire puisque il faut bien, c'est un mode de rémunération. C'est juste que ça se passe par une facture et donc ensuite chacun dans sa société va pouvoir ensuite faire ce qu'il veut avec. Soit il se prendra une rémunération, soit il se prendra des dividendes, soit il se le prendra pas et il construira un patrimoine avec. Ça a un vrai intérêt et le jour où s'il veut revendre ses parts, il aura une structure qui lui permettra, et ça on va le voir après parce que ça c'est lié à céder une entreprise, ça lui permettra de pouvoir céder ses parts avec des avantages fiscaux et de pouvoir récupérer ce cash dans la holding et de le réinvestir potentiellement dans notre société. Donc ça, c'est vraiment un intérêt. Et puis le deuxième gros intérêt au niveau de la structuration de la gouvernance, c'est d'éviter la dilution à cas d'entrée d'un nouvel associé. C'est-à-dire que si vous êtes en tant que personne physique en direct dans la société, vous faites rentrer un nouvel associé. Si vous le faites rentrer potentiellement à la même hauteur que ce que vous aviez jusqu'à maintenant, vous avez une dilution du capital qui va être forte. Donc la dilution, c'est-à-dire vous allez réduire, vous, votre pourcentage de détention et donc potentiellement votre pouvoir de décision. Grâce à des systèmes, en fait, en mettant des sociétés intermédiaires, mécaniquement, ça va éviter cet effet de dilution, puisque vous allez avoir, bon là, il faudrait faire tout un schéma, mais je pense que vous m'avez suivi. On va, grâce à ces sociétés intermédiaires, éviter cet effet de dilution, soit parce que, par exemple, on va créer une société holding intermédiaire et ensuite des surholdings dans lesquels il va y avoir les deux associés historiques qui vont garder du coup leur pourcentage de global et de décision qu'ils avaient à la base, donc éviter cette dilution-là, et donc avoir un poids plus important, soit grâce à ces sociétés intermédiaires, mécaniquement, l'effet de dilution va être moins important puisque sur plusieurs niveaux. Voilà. Donc structure la gouvernance, en tout cas dès qu'on est plusieurs associés et qu'on commence à avoir quelque chose, une entreprise importante qui se structure, qu'on n'a pas forcément les mêmes vocations en termes de rémunération et qu'il faut se racheter des parts. C'est un mécanisme qui se fait assez souvent. Donc là, on a plusieurs holdings. En fait, on a une holding rattachée à un dirigeant. Généralement, les holdings, de toute façon, elles sont rattachées à un dirigeant. Il faut bien prendre, on est vraiment sur la structuration d'un patrimoine personnel. Donc, on peut très bien avoir une société dans laquelle on est plusieurs associés, bien sûr, d'exploitation, mais les holdings, vraiment, elles sont personnelles. Voilà. Donc, ça peut arriver d'avoir des holdings intermédiaires, comme je vous disais, mais c'est quand même assez rare. Bon, bien sûr, un des deuxièmes gros intérêts, je dis deuxième parce que les classiques, en fait, vraiment, c'est le premier au niveau de l'acquisition de la société avec le régime Murphy. Et là, on est sur le deuxième gros intérêt fiscal, en tout cas, c'est préparer la cession de son entreprise, bien sûr, parce que grâce à un système avec une holding, on va pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux. Donc, on a déjà ce qu'on appelle le régime de l'apport-cession, donc vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, l'apport-cession, comme son nom l'indique, il consiste à apporter des titres à une holding avant de les céder. Donc, d'abord, je les apporte et ensuite, je les cède. Apport-cession. À quoi ça sert de faire ça, en fait? C'est que grâce à ça, on va figer les plus-values,
puisque quand j'apporte des titres à une société, sous un certain nombre de conditions, mais si on fait voilà une holding à l'IS, classique, il y a pas de raison. On va en fait, au moment de l'apport, on va générer une plus-value. Pourquoi? Parce que si imaginons j'ai créé ma boîte, depuis le début, je suis parti de 0 et aujourd'hui elle vaut, 100, j'ai une plus-value de 100, puisque, elle valait 0, aujourd'hui elle vaut 100 et du coup, normalement, je suis censé être imposé sur cette plus-value puisque si je vendais cette entreprise, l'apport est assimilé à une vente, hein. Si je vendais cette entreprise, j'encaisserais ces 100 et on me demanderait de l'impôt sur l'enrichissement que j'ai eu forcément. Donc quand on fait un apport, c'est assimilé à une cession et donc on dégage une plus-value. Sauf que quand on apporte à une société que l'on, détient, le législateur fiscal nous a dit: «Bon, bah, du coup, comme vous apportez des titres à une société qui vous appartient, vous n'encaissez pas, d'argent, puisque vous n'avez pas vendu à quelqu'un d'extérieur, donc vous n'avez pas encaissé de cash. Vous n'êtes donc pas en mesure de payer l'impôt lié à cette plus-value et donc on accepte que cette plus-value, elle soit figée, elle soit en report jusqu'au moment où vraiment vous encaisserez de l'argent de l'extérieur». C'est-à-dire que du coup, quand vous apportez des titres d'une société à une holding, vous n'allez pas avoir d'imposition à une holding qui vous appartient, vous n'allez pas avoir d'imposition immédiate sur la plus-value qui est dégagée au moment de l'apport. Puisque quand on fait un apport, on doit faire une évaluation des titres. Généralement, il y a une plus-value qui se dégage. Quand on est dans ce système-là d'apporter une holding, on a forcément une plus-value. S'il n'y a pas de plus-value, c'est qu'il n'y a pas forcément intérêt à faire une holding. Mais généralement, on a cette plus-value-là et ça nous permet de la figer. Donc, on ne paye pas d'impôt sur la plus-value à court terme. Et ensuite, le deuxième chose, c'est que c'est la holding qui va être propriétaire donc de la société et cette holding ensuite, elle va pouvoir vendre potentiellement, c'est là où on est dans l'apport-cession, elle va pouvoir vendre, in fine les titres de la société. Ça ne va pas pour autant déclencher du coup votre plus-value que vous avez générée à titre perso, c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire: «J'apporte, je fige ma plus-value, ensuite je revends avec ma holding et moi, d'un point de vue personnel, ma plus-value elle est toujours figée tant que je garde ma holding». Voilà. Le jour où je cède, ou en tout cas je liquide, ou je fais une réduction de capital de ma holding, ça devient imposable, mais pas tant que je ne le fais pas. Et donc la holding, elle va juste avoir potentiellement une imposition sur la plus-value entre le moment de l'apport et le moment de la cession. Si, il y a un délai très court entre les 2, généralement il n'y a pas de plus-value. Et si quand même il y avait une plus-value, elle sera imposée à l'impôt sur les sociétés. Si je détiens depuis au moins 2 ans ces titres dans la holding, je suis exonéré avec une réintégration, encore une fois, de quote-part frais et charges de 12% cette fois. Donc autant, on peut le faire à l'envers, encore une fois, c'est comme si on était exonéré sur 88% de cette plus-value générée dans la holding, c'est-à-dire entre l'apport et cession. Bon, ça, si on fait ça par contre, et cette fois il y a moins de 3 ans entre l'apport et la cession, je suis obligé de réinvestir le montant de cette cession à hauteur d'au moins 60% dans une activité économique avec ma holding. Donc ça, c'est si, je suis désolé, mais là, c'est un système un peu complexe, donc je vais le répéter plusieurs fois. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions. Du coup, j'apporte mes titres, je génère une plus-value à titre personnel et elle est, pour l'instant, ce qu'on appelle un report d'imposition tant que je garde ma holding. Ensuite, ma holding, soit je garde mes titres pendant au moins 3 ans avant de les revendre avec ma holding et là, j'ai aucune contrainte, j'ai juste potentiellement une plus-value qui s'est dégagée entre apport et cession, mais comme je suis à plus de 2 ans, je suis exonéré à 88% et après c'est à l'impôt sur les sociétés. Si, j'ai pas d'obligation de réinvestissement, je fais ce que je veux de mon argent dans ma holding. Enfin, quand je dis ce que je veux de mon argent, en tout cas, je le réinvestis pas forcément dans une activité économique, c'est-à-dire que je peux faire de l'immobilier, je peux faire du placement financier, de l'assurance vie, plein de choses comme ça. Et si je cède avant ces 3 ans-là, j'ai une obligation de réinvestissement d'au moins 60% dans une activité économique cette fois, c'est-à-dire vraiment une société qui a une activité, commerciale, artisanale, industrielle, et cetera. Donc voilà pour le régime de l'apport-cession. Voilà pourquoi préparer la cession de son entreprise, ça peut avoir un intérêt puisque quand je sais que je vais céder mon entreprise concrètement et que je vais vouloir réinvestir le fruit de cette cession dans la construction d'un patrimoine ou dans le réinvestissement dans une nouvelle société. Typiquement, je vends ma boîte, mais je sais derrière que je vais en recréer une autre et que je vais avoir besoin de cash pour ça et je vais avoir besoin de la vente de la première. Là, l'apport-cession est très intéressant puisqu'il vous permet donc au lieu encore une fois de passer
Et c'est tout le secret des holdings à chaque fois, hein. Au lieu de passer par votre patrimoine personnel, vous restez dans la holding. Et c'est ça qui est intéressant. Le cash, il reste dans la holding. Certes, vous ne l'avez pas sur votre compte personnel, mais c'est pas grave, vous l'avez quand même puisque vous êtes propriétaire de la holding qui a cet argent. Et après, vous en faites ce que vous voulez en tant que gérant de la holding. Enfin, encore une fois, quand je dis ce que vous voulez, la différence avec votre patrimoine personnel, c'est que vous n'allez pas vous acheter une voiture et partir en vacances avec. Donc, des fois, il y a des arbitrages, on fait des apports partiels, des apports cession partiels, c'est-à-dire que j'apporte une partie, pour la partie que je sais que je vais vouloir réinvestir, me construire un patrimoine, etc. Et puis, bon, on garde un petit peu un partiel pour soi, pour se faire plaisir. Mais vraiment, généralement, on se le place. En fait, ce qui est vraiment bête, en tout cas, c'est de ne pas passer par la holding si on veut se construire un patrimoine parce que, en gros, concrètement, on va fiscaliser ce patrimoine. La différence avec la holding, c'est qu'en fait, vous allez fiscaliser uniquement la rente liée à ce patrimoine. C'est-à-dire que, en fait, une fois que vous avez construit un patrimoine dans une holding, bien sûr, il a vocation à générer des revenus, sinon ça n'a aucun intérêt. Les revenus qui vont être dégagés, eux, ils vont être fiscalisés, bien sûr, parce que soit vous allez les prendre sous forme de rémunération, sous forme de dividendes, et à minima, il y aura l'IS dans la holding. Mais par contre, la différence avec si vous l'aviez dans le patrimoine personnel, tout cet argent et ce patrimoine, la rente elle est fiscalisée, mais le patrimoine, vous l'avez forcément fiscalisé à un moment, puisque pour l'amener vers votre patrimoine personnel, vous êtes forcément passé par la case impôt sur le revenu ou cotisation sociale, que ce soit par une rémunération, par des dividendes ou par une plus-value sur une cession d'entreprise. Alors, il y a des régimes d'exonération des plus-values, alors jamais à 100%. Quand on cède à titre personnel, on a des abattements pour durée de détention qu'il faut parfois arbitrer, mais dans tous les cas, il y aura forcément le paiement d'une plus-value. Donc ça, c'est là où il y a vraiment un arbitrage à faire. Et donc quand on envisage, en fait, on prépare la cession, si on a plus de 3 ans, notamment, pour s'affranchir de l'obligation de réinvestissement dans une activité économique, parce que je sais que je ne veux pas réinvestir dans une activité économique, je veux juste me construire un patrimoine pour ma retraite avec de l'immobilier, par exemple, de l'assurance vie, etc. J'apporte 3 ans avant de céder, au moins 3 ans avant de céder, et ça me permet de faire ce système-là. Voilà. Et puis le deuxième point, mais je vous l'ai dit, c'est l'exonération de plus-value sur cession de titres. Ça, c'est pour la plus-value générée entre apport et cession. Voilà pour la préparation de la cession de son entreprise, sachant que, encore une fois, même si vous ne cédez pas, on n'est pas obligé de faire systématiquement un apport cession. On peut faire un apport tout court. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire aujourd'hui j'apporte, même si je n'ai pas du tout la vocation de céder, je ne suis pas dans une préparation de la cession de l'entreprise, mais je l'apporte, plus tôt vous allez le faire, et puis mieux ça sera, notamment par rapport à ces 3 ans, parce qu'après vous pouvez très bien avoir une très bonne opportunité de vente, et puis comme ça ne pas avoir cette contrainte de réinvestissement. Bon, pour certains, ce n'est pas une contrainte, puisque bon, réinvestir 60% du produit de la cession dans une nouvelle activité, s'ils se lancent dans une nouvelle activité, ce n'est pas gênant. Pour certains qui voudraient arrêter, ça peut être plus gênant ou qui ne veulent pas prendre plus de risques que ça, parce que investir dans une activité économique, c'est prendre un risque. Donc, c'est là où c'est intéressant de faire tout simplement un apport et de dire au moins que le jour où je veux céder, je suis prêt à le faire. Le 5e, avant-dernier, intérêt pour moi d'avoir une holding, c'est se construire un patrimoine, on en a déjà parlé, et puis ça va vraiment avec le sujet d'avant. Mais aussi avec d'autres sujets, et il y a un nouveau sujet qui vous l'avez bien, je pense, compris à force, mais qui est lié un peu à tous les précédents, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une société d'exploitation dans laquelle vous avez des excédents de trésorerie. Donc vous avez de la trésorerie, imaginons que vous avez 100 000 € de trésorerie sur le compte de votre société d'exploitation, et puis là vous vous dites, bon, ben, qu'est-ce que j'en fais? Parce que moi, personnellement, je n'en ai pas besoin pour vivre, parce que j'ai déjà suffisamment en me prenant, il me reste 100 000 alors que j'ai déjà pris mon salaire qui me suffit à vivre, je n'ai pas besoin de plus et je ne veux pas donc le fiscaliser, prendre des cotisations sociales dessus. Donc je veux me construire un patrimoine avec. Donc là, si vous dites ça, ça veut dire que si vous voulez vous construire un patrimoine, vous avez 3 possibilités. Soit vous le prenez à titre personnel, cet argent, pour vous construire votre patrimoine personnellement. Mais là, encore une fois, vous allez payer des cotisations sociales, de l'impôt sur le revenu, etc. Et potentiellement de l'IS si vous distribuez du dividende, après la flat tax ou la rémunération, vous allez payer cotisation sociale et impôt sur le revenu. Donc ça, c'est le problème, c'est que si vous avez 100 000 € d'excédent, une fois que vous allez payer tout ça, généralement, il vous reste la moitié à peu près. Donc ça veut dire qu'il ne vous reste plus que 50, c'est dommage. Quand bien même vous avez 100 000 €, imaginons dans une SAS que vous avez déjà payé l'IS dessus, puisque c'est lié à des résultats des années précédentes, vous dites je vais distribuer ces 100 000 sous forme de distribution de réserve, d'accord, mais vous allez prendre la flat tax. Dans la flat tax, on est à 30%. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on distribue des dividendes, on a un impôt qui s'appelle la flat tax ou prélèvement forfaitaire unique, qui est à 30% du montant des dividendes versés. C'est un maximum, hein, on peut arbitrer entre
barème progressif et flat tax, mais pour simplifier, on va dire flat tax à 30%. Sur ces 100, il va vous rester que 70. Donc là, c'est dommage parce qu'en fait, vous aviez 100 et il vous reste plus que 70 à titre personnel à investir. La deuxième possibilité que vous avez pour garder vraiment cet effet de levier et avoir ça, c'est de l'investir directement avec votre société d'exploitation et donc dire j'ai ma société d'exploitation et avec je vais acheter un immeuble, je vais le placer sur tel support, tel support. Alors là, c'est vrai que c'est bien puisque là, cette fois, on ne le sort pas à son patrimoine personnel. Problématique, c'est que par contre, on mélange le patrimoine personnel avec la société d'exploitation. Et là, d'un point de vue gestion de patrimoine, c'est pas quelque chose que l'on recommande. Pourquoi? Parce que ça veut dire que déjà, le jour où vous cédez l'entreprise, bah, vous avez tout mélangé, donc du coup, vous cédez votre patrimoine personnel avec. Alors certes, ça va faire grimper le montant de la valeur de la société, mais par contre, vous allez perdre votre patrimoine au passage, alors que généralement, ce patrimoine a la vocation à générer une rente. Donc, du coup, c'est pour ça que le mélanger, c'est dommage. Et puis, le deuxième risque que vous avez à faire ça, c'est que du coup, vous allez bah, justement mélanger les risques liés aux activités. Et donc, si par exemple, je dis une bêtise, vous avez acheté un immeuble avec votre société d'exploitation en guise de construction de patrimoine et que votre société d'exploitation, elle connaît des problématiques financières, soit d'ordre économique, soit bah, pas d'ordre économique, on ne sait jamais. Hein, des fois, on a des litiges, des choses comme ça qui nous mettent en difficulté. Et du coup, ça veut dire qu'on met en difficulté directement notre patrimoine, le patrimoine qu'il y a dans cette société. Si j'avais un immeuble, je prends le risque qu'on me saisisse l'immeuble parce que je n'ai pas le cash nécessaire pour faire face à mes dettes dans ma société. Donc ça, c'est très risqué de pouvoir mélanger les deux. Et la troisième option, tout simplement, c'est de faire une holding au-dessus de votre société d'exploitation. Ces 100 000 de cash d'excédent, je vais les remonter vers ma holding, par exemple sous forme de distribution de dividendes, et on a vu tout à l'heure, c'est exonéré à hauteur de 95%. Et le reste est en plus soumis à l'IS potentiellement à 15%. Donc, encore une fois, il reste, enfin, c'est rien du tout d'impôt. Et là, cette fois, vous avez deux avantages. Vous isolez votre patrimoine dans une holding, et donc peu importe ce qu'il arrive à la société du bas, votre patrimoine est isolé en haut. Le jour où vous cédez l'entreprise d'en bas, c'est pas grave, vous avez toujours votre patrimoine en haut. Et vous avez un effet de levier, puisque vos 100, ils sont restés 100, hein, puisqu'on a dit 0,75%. C'est rien du tout. Au pire, et voilà, ils sont devenus 99,25. Et donc, vous pouvez après en faire ce que vous voulez, comme si c'était votre patrimoine personnel. Donc là, construire un patrimoine, c'est vraiment important d'avoir cette holding au-dessus qui vous permet de sortir ce cash sans passer par votre case personnelle. Concrètement, en gros, quand vous êtes dans une société d'exploitation, l'idée, c'est de prendre de la rémunération au dividende pour ce dont vous avez besoin pour vivre. Bon, et avec un petit peu de marge de manœuvre aussi pour vivre. Je ne parle pas de survivre, je parle de quand même vivre bien en fonction de votre niveau de vie et aussi pour vous faire plaisir. Mais ensuite, l'excédent, il ne faut pas le prendre pour le prendre. Si vous vous dites je le prends mais je ne sais pas quoi en faire, ne le prenez pas. Faites ce système-là parce qu'il est beaucoup plus vertueux pour se construire un patrimoine. Ou si vous dites je le prends pour l'investir, pareil. Bon, après, avec des nuances près, ça dépend quel type d'investissement. La résidence principale, bon, là, il y a débat, ça dépend des situations de chacun. Je pense que la résidence principale, c'est quand même mieux de l'acheter à titre personnel, donc d'avoir sorti cet argent et l'investir à titre personnel. Généralement, on fait un emprunt de toute façon, etc. à titre personnel. Donc, bon, c'est quand même plus simple, on va dire. Ça peut arriver qu'il y en ait qui fassent, pour vous donner le schéma, mais ça dépend vraiment des cas pour voir si c'est intéressant. Il va y avoir une holding, ensuite en dessous de cette holding, une SCI. Du coup, la société d'exploitation remonte le cash à la holding, qui le descend à une SCI, qui va investir dans un bien immobilier, qui peut être la résidence principale du dirigeant, et le dirigeant après paye un loyer à cette SCI, puisque voilà, pour que ça tienne la route fiscalement, il faut qu'il paye un loyer. Le dirigeant paye un loyer à cette SCI qui rembourse elle-même l'emprunt et qui a eu un apport de cash qui a transité par la holding. Voilà. Ça peut se faire comme ça, mais bon là, il y a quelques inconvénients. On perd l'exonération de la plus-value sur la résidence principale en faisant ça. Et puis bon, on n'est quand même pas pleinement propriétaire, même si on détient 100% de la SCI, etc. Ça fait des montages pour une résidence principale, je trouve compliqué. Donc plutôt à faire pour l'immobilier de placement. Il y en a qui font du marchand de biens aussi, ça peut se faire aussi comme ça. Voilà, donc là, c'est clairement ça, c'est ce que je marque sur la slide. Remontée de dividendes dans la holding sans frottement fiscal, puisqu'on l'a vu, et on réinvestit derrière, soit directement via la holding, soit des sociétés qui sont en dessous, ça peut être une SCI pour l'immobilier, mais on peut mettre d'autres choses en dessous. On peut mettre aussi une société d'exploitation qui va avoir une nouvelle activité. Et puis, voilà, ça implique de ne pas avoir à verser personnellement cette rémunération. Donc c'est là
Les effets de levier, ils se jouent là-dessus. Souvent, on nous pose la question de comment j'optimise ma rémunération, et cetera. En fait, la vraie question d'abord à se poser, c'est de combien vous avez besoin, pour, vivre, vous, et que ça corresponde à vraiment à votre niveau de vie, à vos besoins personnels. Déjà et ça, on voit comment on le fait sous forme de rémunération, sous forme de dividende. Bon, sachant que la plupart du temps, on est plutôt sur de la rémunération pour avoir la couverture sociale qui va avec, préparer la retraite et tout ce qui s'ensuit. Heu et l'excédent, c'est là où en fait, où se pose c'est l'excédent, il n'est pas, de dire: «Je prends un dividende, je prends ça». Si on est sur une construction de patrimoine, il est là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est, important sur la construction de patrimoine et le dernier point, c'est transmettre son patrimoine. C'est aussi un très grand classique de la holding, bien sûr, mais encore une fois, on est lié au patrimoine. Clairement, nicher son patrimoine dans une holding, ça va vous permettre de le transmettre, aussi plus facilement, soit parce qu'on va pouvoir démembrer ce patrimoine, c'est-à-dire qu'on peut démembrer les titres de la holding avec ses enfants et pouvoir ainsi transmettre son patrimoine, de façon progressive. Donc le démembrement, je ne rentre pas dans le détail, non plus, hein, parce qu'on peut y passer très longtemps, mais le démembrement, ça revient à détacher l'usufruit et la nue-propriété. Donc dans la propriété, hein, en droit, vous avez deux choses, en latin l'usus et le fructus, usufruit et d'un côté et nue-propriété, de l'autre. Donc l'usufruitier, il va percevoir les fruits, de la propriété, tandis que le nue-propriétaire, c'est le propriétaire qui va avoir plutôt, la main sur, le patrimoine, c'est-à-dire sur la cession, potentielle du bien ou en tout cas, qui va détenir vraiment le patrimoine alors que l'usufruitier, lui, il perçoit la rente. L'intérêt de faire ça, c'est que généralement, en fait, quand on est membre, la personne qui est membre, en tout cas, celle qui va donner, elle garde l'usufruit pour pouvoir continuer à percevoir la rente. L'autre personne, l'héritier perçoit la nue propriété et en faisant ça, au décès de l'usufruitier, la nue propriété rejoint automatiquement l'usufruit sans, droit particulier, sans droit de donation et tout ce qui s'ensuit, puisque c'est une réunion automatique et donc ça permet en fait, en faisant du démembrement, d'éviter des droits de donation. Là, on est plutôt sur les spécialités des notaires, hein, s'il y en a qui s'intéressent sur les démembrements, c'est eux qui font ça qui font ça. Mais, il peut y avoir un vrai intérêt à faire ça. On peut démembrer directement les titres de la holding, c'est mieux parce que plutôt que de démembrer un immeuble, démembrer des actions par-ci, des actions par-là, on démembre la holding, comme ça on démembre tout le patrimoine qu'il y a dedans. Et puis l'intérêt de transmettre aussi, c'est de purger définitivement les plus-values en report. Tout à l'heure, on a parlé de plus-values en report possible quand on avait apporté les titres. Quand on va, si on donne des titres, si on donne des titres de holding dans lesquels il y avait des plus-values en report, ça permet de purger définitivement ces plus-values. Donc là, c'est intéressant, puisqu'on peut faire du démembrement, on peut faire la donation, on peut faire plusieurs choses, hein. Mais l'avantage d'avoir une holding, c'est qu'on a un véhicule global d'investissement qui a son patrimoine dedans, et du coup, c'est beaucoup plus simple à transmettre, puisqu'on ne transmet juste les titres de holding au lieu de transmettre bien par bien. Et en plus, voilà, on peut purger les plus-values en report. On peut faire plein d'autres choses, hein, je ne parle pas des pactes du trade, des choses comme ça. Je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas, si vous êtes dans une logique de transmission de patrimoine, c'est un vrai intérêt. Voilà, donc quelle forme juridique maintenant? Vous avez, deux choix, assez classiques. En tout cas, c'est soit on fait une société civile, soit on fait une société commerciale. Donc, ça a des avantages et des inconvénients, sachant que si on fait une société civile, il faudra bien sûr qu'elle soit à l'impôt sur les sociétés pour que tout ce que je vous ai dit juste avant, fonctionne. Les avantages de la société civile, bon, même si je ne sais pas si c'est vraiment un avantage en tant que tel, c'est vraiment quand on est vraiment à aller chercher, à rationaliser sur les coûts. Bon, généralement, quand on fait, ce montage avec le holding, on n'est pas, je ne conseille pas en tout cas moi de vraiment regarder les coûts que ça peut engendrer mais plutôt de voir les économies que ça va vous faire réaliser avec tous ces effets de levier qu'on a présentés. Parce qu'en fait, quand vous apportez les titres à une holding, je parle d'une création avec apport, hein, apport de titres. Vous allez devoir donc évaluer ces titres et il y a un commissaire aux apports qui va devoir attester que l'évaluation n'est pas surévaluée, pardon, et que du coup, en gros, la valeur retenue correspond à la réalité du marché. Si on est sur une société civile, on a une responsabilité illimitée, c'est d'ailleurs l'inconvénient principal, et donc on n'a pas d'obligation d'avoir un commissaire aux apports. Et donc, on va économiser quelque chose comme 1 500 €, 1 500, peut-être 2 000 € maxi sur les grosses valorisations. Donc, c'est pas, je sais pas s'il y a vraiment un sujet, mais ça peut l'être, certains se décident à fonction de ça.
Ensuite, l'avantage de la société civile, c'est qu'on n'est pas obligatoirement travailleur non salarié, contrairement à une SARL. C'est-à-dire qu'en gros, si on ne se verse pas de rémunération, on n'a pas de statut à proprement parler. Donc ça peut servir quand on est plutôt sur des holdings qui sont passives et dans lesquelles on ne va pas tirer de revenus de cette société. Donc plutôt quand on a vraiment la gestion d'un patrimoine à proprement parler. Souvent aussi, ça peut se faire pour des démembrements qui peuvent être des fois un peu plus simples. Bon, l'inconvénient aussi de la société civile, c'est qu'on a au moins 2 associés nécessaires. La société commerciale, beaucoup plus fréquente aujourd'hui, même si ce n'était pas forcément toujours le cas. Avant, c'était plutôt la société civile. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus des sociétés commerciales. Et la plupart du temps, c'est plutôt des SARL ou EURL quand vous êtes tout seul. Donc, les avantages, c'est que vous avez un objet commercial, cette fois, contrairement à la société civile qui est un objet civil. Donc là, ça veut dire que vous êtes beaucoup plus large au niveau de la possibilité que vous avez dans le holding. Un objet commercial, en gros, vous pouvez tout faire, pour faire simple. Alors que la société civile, vous êtes devoir rester dans des objets qui sont civils et des fois, on est un peu à la frontière et ça peut être compliqué pour certains réinvestissements. Donc, c'est le premier avantage, c'est l'objet commercial. Ensuite, le gros avantage, c'est la responsabilité limitée aussi. Donc, entre limité et illimité, tout simplement, c'est que la responsabilité limitée, dans la société commerciale, vous n'allez pas être embêté à titre personnel, pour faire simple, tandis que dans la société civile, vous êtes responsable indéfiniment et solidairement des dettes de la société. Et donc, si notamment il y a des emprunts, des choses comme ça, et que vous n'êtes pas en capacité de l'honorer dans la société, et la banque elle viendra vous demander de rembourser à titre personnel. Bon, si vous êtes dans une société commerciale avec et que vous êtes caution, ça revient pour le même. C'est pas toujours le cas. Les inconvénients de la société commerciale, bon, c'est parce que j'ai mis l'inverse, commissaire aux apports, c'est en termes de coût, mais c'est pas non plus, encore une fois, on l'a vu, très significatif par rapport aux enjeux qu'on a généralement. Et puis le statut du dirigeant qui peut être figé, en tout cas quand on a choisi SRL ou SAS. Bon, après, on peut toujours transformer, mais c'est toujours un peu compliqué. Et en fonction de l'âge, des tranches de vie, on n'a pas forcément besoin du même statut de dirigeant en fonction de son expérience et des contextes, des conditions de vie, etc. Tout à l'heure, je vous disais, on fait plutôt des EURL généralement, parce que en fait, si on fait un schéma très classique, souvent, on a des filiales avec des sociétés d'exploitation sous forme de SAS et des holdings sous forme de URL. Pourquoi? Parce que, en fait, ça va nous permettre déjà, en ayant une SAS en bas, de pouvoir faire en sorte que la holding elle soit mandataire social de la fille. L'avantage d'avoir un mandat social entre la mère et la fille, c'est de pouvoir facturer un mandat social et donc de pouvoir facturer des prestations et remonter du cash autrement que par les dividendes et autrement que par de la facturation de prestations qu'il faut nécessairement justifier avec des conventions de prestations, etc. Là, on fait une convention de mandat social pour dire que l'on rémunère la holding au titre de son mandat social. L'avantage d'avoir une SAS en bas et le URL au-dessus, c'est parce que généralement, on est avec des dirigeants qui vont être TNS, qui vont profiter du jeu des cotisations sociales qui sont, je vous le rappelle, 2 fois moins élevées dans la SARL versus la SAS. Et donc, ils vont se rémunérer en fait en haut, et au lieu de se rémunérer en bas, dans la filiale, ils vont se rémunérer en haut dans la holding. Et donc, pour être TNS dans la holding, que ce soit une SARL ou EURL. Voilà. Après, ça dépend vraiment, il n'y a pas de schéma idéal. Hein. On peut faire une URL un jour, SAS le lendemain, société civile le surlendemain. Ça dépend de la situation de chacun. Et comment créer une holding pour finir? Donc, il y a 2 options en fait. C'est soit on fait une création classique, il n'y a pas encore de filiale, mais ça c'est extrêmement rare puisque généralement on commence pas, ça serait commencé par la fin, on commence pas par faire la holding et puis après on verra quand c'est qu'on aura des filiales. Ça peut être le cas si, quand on va procéder à un rachat de société, comme le premier point, c'est le plus classique. Et là, il n'y a pas trop de difficultés, c'est une création classique. Et la plus classique des créations, je dis beaucoup classique là, le plus fréquent des créations de holding, c'est une création par apport de titre. Donc là, c'est dans le cas inverse, quand il y a déjà des filiales, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, cette fois, moi, à titre personnel, j'ai des actions dans une société et je vais les apporter à la holding. C'est-à-dire que je vais dire, mes actions, je les donne à la holding et en échange, la holding m'appartient. Enfin, la holding me donne de ses titres. C'est-à-dire que je lui donne mes titres et en échange, j'ai ces titres à elle et donc j'ai indirectement les titres de ma filiale. C'est juste que j'ai une société interposée. Et voilà, cette création par rapport, bon, elle est beaucoup plus complexe à faire que la création classique, puisque je ne sais pas si je l'ai mis après ou pas, non. Mais là, et après, je passe donc aux questions-réponses. La création par rapport de titre, qui est la plus fréquente, elle est beaucoup plus complexe parce que vous allez avoir plusieurs étapes. Vous allez avoir l'étape d'évaluation des titres donc de l'entreprise qui va être apportée.
Donc l'évaluation, c'est un vrai sujet. En amont de cette évaluation, il faut avoir des comptes. Donc soit on a les comptes annuels, soit il faut faire une situation intermédiaire pour pouvoir avoir des comptes le plus proches de la réalité, pour pouvoir faire une évaluation la plus proche de la réalité. Une fois qu'on a fait ça, ça passe entre les mains du commissaire aux apports. Une fois que le commissaire aux apports a validé, il faut faire un contrat d'apport de titres qui va régir en fait les opérations d'échange de titres. Ça, c'est très très important de bien soigner ce contrat d'apport de titres, notamment par rapport au fisc. En fait, en cas de contrôle fiscal, il vérifie systématiquement ce genre de choses pour être. Sinon, il y a un risque de mettre en cause le report de la plus-value. Et là, s'ils mettent en cause le report de la plus-value, autant vous dire que quand vous ne l'avez pas prévu et qu'en plus vous n'avez pas touché le cash, puisqu'il y a eu un échange de titres et pas d'échange de cash, qu'il faut payer une impôt sur la plus-value, ça fait mal. Donc, il faut vraiment bien soigner ce contrat d'apport de titres. Et donc, une fois qu'on a fait ce contrat d'apport de titres, on l'enregistre auprès des impôts. Et ensuite, on peut rédiger le statut, à faire l'apport en nature, les titres, et puis ensuite rentrer dans la création avec les statuts, le dépôt au greffe, etc. Donc, vous voyez, c'est quand même un package beaucoup plus complexe. Et puis, généralement, on fait le changement de mandataire social, comme je vous le disais, on modifie les registres bénéficiaires effectifs, etc. Donc, ça, une version un peu plus lourde, un peu plus complexe, mais qui, le jeu en vaut la chandelle généralement avec tous les effets de levier dont je vous ai parlé. Allez, on passe aux questions. Donc, je vous invite vraiment à voter pour vos questions. Il y a quand même un certain nombre de questions. Donc, vraiment, je vais répondre par ordre de priorité à celles qui ont été le plus votées en premier. Comme ça permet à ceux qui ont eu les réponses à leurs questions, s'ils doivent nous quitter, d'avoir eu leurs réponses, sachant que vous aurez tous le replay. J'ai oublié de vous signaler. Vous aurez tous le replay automatiquement dans vos boîtes mail dès la fin du webinar. Donc, vous pourrez le revoir autant que vous voulez. Alors, je commence par la question de Mathieu. Je vais vous les afficher, les questions. De Mathieu, qui a eu le plus de votes. Bravo. Merci donc pour le webinaire. Merci à vous. Est-il juste de prévoir en créant une holding pour sa première société dans l'optique d'en ouvrir d'autres, ou le mieux est de le faire après? C'est ce que je viens de dire juste avant. Oui, c'est juste. C'est bien, ça peut être bien, comme je disais, plus tôt c'est fait, et mieux c'est, parce que vous allez pouvoir plus vite structurer votre capital, plus vite rentrer dans les délais qui vous sont imposés par rapport à des réinvestissements, des choses comme ça. Donc, vous allez, du coup, ça va vous permettre vraiment d'anticiper au mieux les choses. Après, attention de ne pas le faire trop tôt non plus, parce que les plus-values qui sont en report, vous allez pouvoir, si vous le faites trop tôt et que ça n'a pas encore pris suffisamment de valeur, au niveau en tout cas de l'apport, vous n'allez pas figer grand-chose en plus-value. Et ça veut dire que le jour où vous cédez la société, vous allez avoir une grosse part de la plus-value qui va être dans la holding. Bon, après, encore une fois, si c'est une cession de titre de participation, c'est-à-dire que vous avez au moins 10% et que vous les avez détenus pendant au moins 2 ans, vous êtes exonéré à hauteur de 88%. Donc, encore une fois, là, cette fois, vous prenez, si on est sur le taux réduit, 15% x 12%, vous prenez du coup 1,8% de la cession. Donc, ça reste quand même très mesuré. Donc, du coup, pour tous ces points-là, moi, je vous dis oui, c'est mieux. Le plus tôt, c'est le mieux. Parce qu'en fait, des fois, on a des opportunités et puis après, c'est trop tard. Et souvent, on le fait dans la précipitation. Et c'est vraiment un sujet qu'il ne faut pas faire dans la précipitation. Très souvent, c'est dommage parce qu'on le fait dans la précipitation, parce qu'on a beaucoup de personnes qui disent « bon, je verrai plus tard ». Et puis là, l'opportunité arrive et il faut le faire vite. Et du coup, on est obligé de faire des concessions. Donc, le plus tôt, c'est le mieux. Olivier, pour quel coût moyen à peu près? Alors, je ne sais pas exactement de quoi vous parlez. Je pense que vous parlez de la constitution par rapport de titres. Là, c'est très variable. Je ne peux pas vous donner je peux vous donner une fourchette, mais elle va être très large, parce qu'en fait, ça va inclure le commissaire aux apports, ça je vous l'ai donné, puisqu'on va être autour de 1 500, 2 000 euros. Ensuite, vous allez avoir l'évaluation. Si on a des comptes annuels qui sont récents, donc on n'a pas besoin de faire situation, on peut passer directement à l'éval. L'évaluation, ça va dépendre des valorisations de chaque société, des spécificités de chacune. Donc, l'évaluation, c'est quelque chose qui va généralement monter autour des 1000 et quelques euros, mais ça pareil, ça peut être entre 1000 et 2000 euros pour faire une fourchette large. Ensuite, vous allez avoir le contrat d'apport des titres, et ensuite, vous allez avoir, si j'englobe aussi le conseil d'accompagnement qui va autour de la structuration, et aussi après, tout simplement la rédaction des statuts, des opérations d'échange d'apport en nature, etc., les relations avec le commissaire aux apports. Là, ça va être très très large. On va être pareil, c'est
C'est des choses à 4 chiffres, hein, mais qui voilà, qui vont être assez, qui vont osciller, bon, en gros, si je vous fais une fourchette large, tout compris, vous allez être, sur une fourchette à, mais après encore une fois, je vous fais des je sais que je crois qu'Olivier, on a rendez-vous ensemble, je sais plus, prochainement, mais et on en parlera précisément, mais c'est pour ça qu'il y a des on fait des propositions nous précises pour chacun en fonction de qui on fait intervenir aussi. Est-ce qu'il y a les avocats qui interviennent? Est-ce que commissaire aux apports, etc. Mais bon, pour vous donner une fourchette, on va être aux alentours de entre 5 et 10 000. Allez, je vous fais un truc tout compris assez large, quoi. Voilà. Et je vous parle pas que de nous, hein, en fait, hein, je vous parle de quelqu'un qui va vous accompagner, que ce soit un avocat avec un expert comptable ou qu'un expert comptable. Bon, généralement, il y a les deux. Hein, nous, on combine assez, ça peut arriver qu'on combine les deux selon les difficultés du dossier. Et on est sur ces ordres de grandeur-là. Voilà. Je me suis pas défilé, vous voyez, j'ai répondu à la question, mais c'est très variable. Si la société du bas est en liquidation avec des dettes, la société du haut n'est pas responsable des dettes. Ben, ça dépend. Ça dépend. En fait, pas obligatoirement, puisque quand on est dans une société qui va avoir une responsabilité limitée, comme c'est le cas des SS et des SRL, bah, la société qui est au-dessus, elle va pouvoir, elle n'est pas responsable non directement des dettes. Vous avez en fait, alors sauf si elle est caution par exemple, mais sinon pas plus que vous n'êtes pas responsable des dettes que vous pourrez avoir dans votre société sur votre patrimoine personnel. Donc, j'en suis où? Ça, c'était pour Franck. Vincent, pourriez-vous, s'il vous plaît, reprendre la manière dont on peut mener à bien une politique de rémunération pertinente en complément de la société fille dans le cadre d'une SASU? Avantages et inconvénients. En complément de la société fille dans le cadre d'une SASU. Alors, en fait, alors je pense que ce que vous dites, donc une politique de rémunération en complément de la société fille, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'imagine, ça veut dire que vous prenez votre rémunération et peut-être potentiellement des dividendes dans une SASU. Comment le compléter, si je comprends bien, comment compléter cette rémunération? Moi, je dis, elle ne va pas forcément se compléter, elle va se transformer. C'est-à-dire que si vous faites un schéma avec une holding au-dessus, je vous le refais donc. Généralement, on va plutôt faire donc, si, en tout cas, si tant est que vous souhaitez basculer en TNS. Hein. On a certains qui ne veulent pas, qui veulent rester salariés, quitte à payer 2 fois le prix en cotisation sociale. Et ça, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un arbitrage que chacun doit faire. Mais imaginons que vous voulez optimiser en tout cas au maximum le coût. Vous allez être donc avec une URL au-dessus qui va être présidente de votre SASU, donc qui a un mandat social. Du coup, vous allez pouvoir faire une convention de mandat social pour que la fille rémunère la mère au titre de son mandat social. Donc ça, c'est une facture tout simplement. Donc vous pouvez faire ça, plus potentiellement ensuite des dividendes aussi en fin d'année qui vont bénéficier du régime mère-fille. Donc ça, c'est plus intéressant que de faire de la facturation de prestations qui, elle, est soumise plein pot à l'IS. Et ensuite, vous allez pouvoir en haut vous rémunérer sous forme de rémunération de gérance pour ce que vous souhaitez. Et puis l'excédent, s'il y a des excédents, parce que généralement, c'est le but, c'est d'avoir des excédents quand on fait ce schéma-là, de le placer dans ce que vous voulez, construire un patrimoine, avoir une SCI en dessous, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu, je pense, à la question. Après, encore une fois, j'insiste sur ce que j'ai déjà dit, vraiment, n'hésitez pas, si vous êtes, c'est même pas n'hésitez pas, c'est faites-le, si vous êtes client chez nous, demandez à votre collaborateur dédié un rendez-vous avec, si vous vraiment vous voulez aller plus loin sur le sujet et qu'il y a besoin voilà, de préciser les choses, ne faites surtout pas les choses de votre côté, parce que là, c'est des sujets qui sont vraiment complexes. Demandez à avoir rendez-vous avec l'expert comptable qui s'occupe de vous pour qu'on puisse aller plus loin et on le fait très régulièrement. C'est pour ça que je parlais d'Olivier là tout à l'heure qui a posé une question. On a rendez-vous prochainement pour aborder ces sujets-là. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire parce que ça vous permettra vraiment de pouvoir avoir une réponse très personnalisée. Blair Rio, à partir de quel moment il est préférable de séparer les activités marques d'une entreprise en créant une holding active avec des entreprises par activité? Avantages et inconvénients, Coca-Cola avec ses différentes marques, par exemple. En fait, c'est vraiment dépend de chacun. Il n'y a pas de moment idéal pour le faire.
même si encore une fois le plus tôt est le mieux. Le plus tôt vous allez structurer et puis plus après quand vous avez un schéma en tête qui est standard, c'est bien parce que le jour où vous allez créer une nouvelle activité marque, vous savez déjà comment vous allez fonctionner et puis ça va être aussi plus simple parce qu'on l'a vu, quand on a déjà la holding, après qu'il faut juste créer les filiales, c'est beaucoup plus simple que de faire des apports de titres, ou de faire, des spin-offs ou des apports partiels d'activités. Enfin, je vous passe tous les détails techniques, c'est-à-dire qui consistent à séparer des activités qui sont d'une même structure. Donc, du coup, le plus tôt, c'est le mieux. Donc, à partir de quel moment, le plus tôt, c'est le mieux. C'est à la limite, c'est ça la réponse, même si ça dépend vraiment de chacun. Nicolas, facturer une prestation de gestion à une holding permet donc de récupérer une partie de dividende sans taxe, flat tax à 15%. Alors, le flat tax à 15%, déjà, ça n'existe pas. Je commence par la fin. Le flat tax, c'est toujours 30%. Mais facturer une prestation de gestion à une holding permet donc de récupérer une partie de dividende sans taxe. Non, je pense que vous avez mélangé les deux sujets. Donc, en fait, quand on facture une prestation de gestion, alors déjà, c'est pas à une holding qu'on facture une prestation de gestion. Généralement, c'est elle qui la facture à la fille. Et cette, ouais, je reprends tout du coup. La holding va facturer une prestation de gestion à une fille, potentiellement. Le mieux, c'est encore une fois du mandat social. Donc, elle facture et ensuite, cette fille, elle verse ce cash à la mère et la mère, en effet, elle va du coup avoir du chiffre d'affaires et donc potentiellement du bénéfice qui, lui, en effet, va être taxé à 15% pour le taux réduit d'IS, hein. Mais ça, je parle que pour la première tranche de l'IS jusqu'à 38 120 et au-delà, on va être dans les années à venir, 26,5 et 25%. Ensuite, l'année d'après, de taux d'IS pour le taux normal. Mais c'est juste ça. Par contre, ça, c'est quand on facture donc de la mère vers la fille, on facture une prestation de gestion. Et quand on remonte des dividendes cette fois de la fille vers la mère, là, ça permet de distribuer le dividende sans frottement fiscal, puisqu'on a le régime Murphy qui nous permet d'exonérer les dividendes à hauteur de 95% dans l'IS de la mère. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question, Nicolas. Pas de risque de cavalerie, Antoine, dans une circulation de trésorerie. Écoutez, si c'est bien fait, non. C'est pour ça qu'il faut bien le faire. La circulation de la trésorerie, c'est une convention de trésorerie qu'il faut justement bien cadrer avec des avocats. C'est pour ça que nous, on le fait via Compagnie du droit, qui est le cabinet d'avocats qui fait partie de notre groupe, avec qui on travaille main dans la main, et qui fait ça très bien, mais il faut vraiment, encore une fois, pas lésiner là-dessus. Parce que là, tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui, vraiment, c'est des sujets sur lesquels il faut vraiment juridiquement mettre le paquet, si j'ose dire, pour que vraiment on soit parfaitement clean. Alors, il n'y a aucun problème à le faire. C'est des schémas qui sont tout à fait légaux, qui sont tout à fait connus, mais juste, il faut bien les cadrer juridiquement pour que ça soit parfaitement propre. Et donc, circuler la trésorerie, il y a plusieurs façons de le faire, hein, je ne rentre pas dans le détail. Il peut y avoir ce qu'on appelle des poules de trésorerie, etc. etc. Mais si on le fait bien, on maîtrise le risque, tout simplement. Guillaume, pourriez-vous décrire le process d'apport de titres, notamment au niveau de la valorisation des filles? Le process, je crois, du coup, je l'ai expliqué entre-temps, peut-être. C'était une question qui a dû arriver avant que je l'explique. Donc, je pense que je l'ai assez bien expliqué à ce niveau-là. Enfin, c'est bien. Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis rentré assez dans le détail. Au niveau de la valorisation, en fait, on fait une évaluation comme on évaluerait n'importe quelle entreprise, c'est-à-dire que généralement, c'est l'expert comptable, en effet, qui le fait. Et on va prendre en compte différents critères, des critères patrimoniaux, des critères de rentabilité. On a un webinaire là-dessus, d'ailleurs, sur la cession de l'entreprise. Vous pouvez avoir le replay là sur Livestorm, je pense, si ça vous intéresse. Et puis, on le réanimera au cours de l'année, où je rentre un peu plus dans le détail du process d'évaluation d'une entreprise. Mais bon, concrètement, on va, en fonction des indicateurs pertinents pour l'activité de cette entreprise-là, donc ça peut être du chiffre d'affaires, ça peut être de la rentabilité, ça peut être des agrégats différents, ça peut être des résultats d'exploitation. Et puis, en fonction de ça, et en fonction de différents traitements, on va arriver à une fourchette de valeur d'une entreprise que l'on va retenir. Voilà. Le process d'apport, c'est une fois qu'on a évalué et qu'on a une valeur, on définit combien de titres on va apporter, c'est pour ça que ça peut être partiel ou total. Et puis après, on fait le contrat d'apport, tout ce que j'ai expliqué déjà tout à l'heure. Frédéric, la holding permet de sortir un immeuble de son patrimoine en le faisant acquérir par sa holding.
Oui. Est-ce qu'il est pertinent pour faciliter la succession d'apporter l'immobilier commercial de la société d'exploitation à la holding? Alors si je comprends bien, donc vous avez un immobilier, pro dans une société d'exploitation. Et en effet, beh, ça peut être le risque parce que si vous voulez vendre la société d'exploitation, vous vendez l'immobilier qui va avec, c'est vraiment dommage parce que vous perdez l'occasion d'avoir une rente. Donc, oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire pour pouvoir justement isoler l'immeuble et pouvoir ensuite garder l'immeuble pour vous et potentiellement pour vos héritiers. Après, il faut voir comment le faire. Parce que soit, vous pouvez faire, une opération de cession, mais là, il faut voir au niveau de la plus-value si, comment vous allez être imposé, s'il y a déjà une plus-value importante et cetera. S'il y a pas de plus-value, en effet, ça va être assez simple, vous pouvez mener une opération de cession. Après, vous allez avoir juste des frais de notaire. Sur ce sujet-là, vraiment, moi, je vous conseille justement de faire appel à votre notaire, pour, traiter ce sujet, qui parce que c'est lui qui va vraiment avoir tous les tenants aboutissants sur, les frais de notaire qui vont être engendrés potentiellement par le transfert de patrimoine, heu, puisque là on est sur de l'immobilier, c'est un peu différent. Ça peut avoir un vrai intérêt. C'est vrai que c'est dommage d'avoir l'immobilier dans la société d'exploitation. Alors, par vote toujours, parce que ça bouge, Mandy. Vu le coût global d'une holding, il est plus judicieux de la créer lorsque les entreprises filiales ont des trésoreries conséquentes. Oui, clairement. C'est ce que j'ai dit, tout à l'heure en effet. C'est que en fait, alors encore une fois, vu le coût global, c'est un coût que vous avez qu'une fois et je dis une bêtise, mais si vous avez par exemple 100 000 € de trésorerie en effet à remonter, ça veut dire qu'en faisant ce système, vous allez économiser entre guillemets 30 000 € de flat tax potentiellement par rapport à une distribution de dividendes. Je prends la distribution de dividendes avec la taxe parce que c'est le plus bas qui puisse exister, puisque si vous distribuez la rémunération, vous allez avoir, cotisation sociale, impôt sur le revenu et cetera. Mais donc si par rapport à une distribution de dividendes à 30 donc si vous avez 100 000 à distribuer, ça vous fait économiser 30 000. Donc si ça vous coûte, 5 000, bon, bah, 5 000, de coût pour 30 000 d'économie, c'est comme ça qu'il faut le raisonner, déjà. Mais par contre, en effet, il faut qu'il y ait quand même une trésorerie conséquente. C'est sûr que si vous n'avez pas d'excédent de trésorerie, encore une fois, et que vous n'êtes pas dans une logique de cession, potentielle ou de transmission, bah, en fait, quand vous n'êtes pas dans les 6 cas que j'ai énumérés, hein, tout simplement, bah, il y a pas d'intérêt. Il faut vraiment que vous retrouviez dans les 6 cas, au moins dans les 6 cas que j'ai, énumérés. C'est-à-dire vraiment soit vous allez acquérir une société, soit, vous voulez vous construire un patrimoine. Parce qu'après oui, on peut avoir la volonté de se construire un patrimoine, mais pour avoir se construire un patrimoine, il faut avoir déjà, un petit peu de trésorerie. Donc en effet, il faut avoir de la trésorerie conséquente. C'est clair. Greg, donc, une SASU peut-elle être la holding d'une autre forme juridique de société ayant plusieurs personnes? Bien sûr, complètement. Encore une fois, la holding, peu importe la forme juridique, ça peut très bien être une SASU et du coup, elle peut être la holding de n'importe quelle autre forme juridique sans problème. Et Greg toujours, est-il possible de créer une holding à l'étranger? Maison mère en France, holding à l'étranger, site internet.fr. C'est possible. Là par contre, faut vraiment voir l'intérêt de le faire. Parce que bon, déjà, c'est pas si simple, c'est beaucoup plus compliqué là d'un coup, ça devient beaucoup plus complexe. Ça dépend dans quel pays, parce que vous allez avoir du coup, selon les législations des pays, des conventions fiscales avec la France ou pas. Et là, bon, pour le coup, là, c'est totalement, compagnie du droit, en tout cas chez nous, qui pourrait les gérer parce que là, on rentre dans la il faut vraiment avoir des avocats spécialistes du sujet pour pouvoir le faire. Donc c'est possible, pour répondre à la question. Franck, bonjour. Concernant la cession, il est donc préférable de créer une holding dès le départ. Ouais, c'est mieux car si je comprends bien, on est exonéré de 88. Bah, oui, alors ça, si vous comprenez bien, c'est-à-dire quand vous avez gardé au moins les titres pendant 2 ans et que vous détenez au moins 10 de la société en question, de la vie. Greg, précision sur la question la première de ma liste. Voilà, c'était sur l'étranger. Bon, mais du coup, voilà, bon, j'avais qu'à trier autrement. Il y a beaucoup de questions. Donc, désolé Greg. Du coup, holding, en France et fille à l'étranger. Bah, oui, pareil, c'est possible aussi. C'est un peu mieux déjà, mais c'est totalement, possible. Après, disposer d'un régime fiscal plus avantageux pour la fille,
Bah, ça dépend, hein, franchement, ça dépend vraiment des pays, hein. Faut faire attention parce que bon là, alors j'imagine c'est un pays, potentiellement, qui peut être un peu exotique, on va dire, d'un point de vue fiscal parce que sinon bon, la plupart des pays en Europe, là les fiscalités sont assez bien alignées. Sachant qu'il faut faire attention parce que par contre, vous allez potentiellement perdre un certain nombre d'avantages fiscaux liés à ces montages-là. Je pense, voilà aux histoires de plus-value, aux histoires de régime Murphy et cetera. C'est pas aussi simple que ça. Donc, il faut vraiment, c'est possible, mais il faut vraiment peser, le pour et le contre pour voir si c'est vraiment la chose enfin la meilleure chose à faire. Frédéric, une holding peut avoir, en forme juridique une société civile qui permet de choisir, semble-t-il, être TNS ou assimilé salarié, totalement. Néanmoins, une société civile peut-elle être considérée comme une holding active afin de ne pas être soumise à l'IFI? Bon, voilà, on y vient sur le sujet du sujet des holdings actifs passifs. Bon, même si je ne vais pas rentrer en détail parce que c'est quand même assez spécifique, parce qu'en effet, souvent, les histoires de holding actifs passifs, la question se pose pour, alors anciennement l'ISF, impôt sur la fortune, et maintenant l'IFI. Encore une fois, l'IFI qui ne concerne que l'immobilier, donc après ça dépend vraiment de savoir si c'est de l'immobilier professionnel ou non, hein, c'est votre question. Alors ça peut très bien, si c'est encore une fois considéré, au-delà du fait qu'elle soit active, comme un bien professionnel. Donc c'est pour ça, là, j'ai pas tous les détails suffisants pour vous répondre, mais ça pourrait, oui, bien sûr, ça pourrait. Bon après, le fait d'être TNS ou assimilé salarié, pas de problème, mais pour l'histoire de ne pas être soumise à l'IFI, ça pourrait. Frédéric toujours, grâce à la niche dite Copé, Frédéric, est pointu sur le sujet. Les plus-values des titres de participation sont exonérées d'IS, sauf une quote-part 13,29 de frais et charges à réintégrer. Ouais, bon là, on rentre en effet alors dans dans le système que j'ai dit tout à l'heure, vous parlez des 12%, mais là, oui, pour l'histoire de Copé, c'est quand on fait sur des activités immobilières. Donc oui, beh, c'est ce que vous dites en dessous. Il faut que ça soit, des activités, notamment comme la para-hôtellerie, c'est le plus classique pour pouvoir le faire. Un marchand de biens, ça peut marcher. J'ai pas tous les détails, là en tête, c'est quand même très, très, très particulier. Donc je sais pas vous répondre de suite là. Mais si vous êtes, encore une fois client chez nous, n'hésitez pas à poser la question à votre collaborateur dédié en disant qu'on en a parlé au webinaire et on va le chercher pour vous donner une réponse super précise sur le sujet, pour pas vous donner dire de bêtises sur des sujets aussi précis. Vincent, on est en phase d'étudier un devis de votre collaborateur. Je suis cabinet de conseil en ingénierie financière, donc nous devrions trouver des sujets de synergie, c'est sûr. Pierre, je suis basé à l'étranger, Suisse, non-résident fiscal, j'ai 2 biens en nom propre. Quel est l'intérêt d'une holding? Avez-vous des conseils spécialisés pour les non-résidents? Non, enfin, encore une fois, là, c'est très, spécifique et donc ça dépend de la situation de chacun. Donc je sais pas s'il y a un intérêt. Ça dépend vraiment des, tenants aboutissants de votre situation personnelle. Donc là, je ne vais pas vous répondre comme ça. Ça peut avoir un intérêt. Alors j'imagine que vous dites: «J'ai 2 biens en nom propre en France». J'imagine que c'est en France déjà. C'est quand même un prérequis. Après, voilà. Nous, on a enfin, ah oui, avez-vous des conseillers spécialisés pour les non-résidents? Non, je vous avoue que c'est pas notre spécialité et que là, c'est plutôt les avocats fiscalistes, vraiment qui vont pouvoir vous aider sur des sujets, aussi, précis. Hop, Manuel, peut-on défiscaliser des dons, compétences ou monétaires faits à une association détenue par la holding? Alors, Manuel est très pointu aussi, c'est une très bonne question. Là, pareil, je sais pas vous répondre, là, j'arrive sur les questions qui n'ont pas été votées, plusieurs fois, donc des questions très spécifiques et qui là, je peux pas vous répondre, malheureusement comme ça. Encore une fois, je vous réponds comme à Frédéric, si vous êtes client chez nous, invité à nous poser la question directement à votre collaborateur dédié pour qu'on puisse chercher parce que là, c'est très spécifique, il faut que je cherche pour pas vous dire de bêtises. Je préfère pas me lancer dans des choses trop spécifiques. Vincent, y a-t-il un intérêt d'apporter les parts que nous pourrions détenir
d'une SCI à l'IR qui détient plusieurs immobiliers pour 50% de cette structure à une holding. Oui, il peut y avoir un intérêt. Il peut y avoir un intérêt, mais c'est en fait, il peut y avoir un intérêt si par exemple cette SCI elle va dégager du cash et que vous voulez pouvoir avec ce cash investir dans d'autres choses. Et par exemple, il peut y avoir des fois vous pouvez avoir envie d'investir avec ce cash dans d'autres biens immobiliers qui seraient détenus par d'autres SCI parce qu'avec d'autres associés. Et donc, soit si vous ne voulez pas sortir le cash, encore une fois, de votre patrimoine vers votre patrimoine personnel pour être imposé dessus et le réinvestir dans une SCI, le fait de passer par une holding permet de faire cette transition-là sans frottement fiscal. C'est ce qui se fait assez fréquemment en fait. Des fois, on a des holdings qui n'ont que des SCI en dessous et qui permet en fait juste de pouvoir avoir en fait faire en sorte que les cash flows dégagés par une SCI permettent de financer d'autres projets. Mais encore une fois, là, il y a un intérêt à avoir plusieurs SCI comme ça si on a par exemple plusieurs associés différents. Ensuite, Nicolas, intégrer une SCI à l'IR dans une holding permet-il d'être imposé en IS? Oui. Et là, je précise une chose, parce que moi j'aime bien dire une SCI transparente plutôt que SCI IR, parce qu'en fait, soit on a une SCI qui est transparente par défaut, soit on opte à l'IS. Quand on a une SCI qui est transparente, et je préfère le dire, vous allez comprendre pourquoi, on comprend beaucoup mieux, une SCI qui est transparente, elle va permettre de en effet, de prendre la forme, enfin le régime fiscal des associés. Donc, quand on a une SCI qui est transparente, détenue par des personnes physiques qui sont à l'impôt sur le revenu, en effet, c'est les règles de l'impôt sur le revenu. Par contre, si on a un associé qui est à l'impôt sur les sociétés comme une holding, c'est les règles de l'impôt sur les sociétés. Et souvent, on se retrouve avec des SCI transparentes qui sont détenues en partie par les sociétés à l'IS, et là on met les règles à l'IS, et en partie par des associés personnes physiques qui sont à l'impôt sur le revenu, et là on met les règles de l'impôt sur le revenu. En fait, on détermine un double résultat, et dans un sens, on a les règles de l'impôt sur le revenu, revenu foncier, et dans un sens, on a les règles de l'impôt sur les sociétés. Donc oui, et c'est assez fréquent d'ailleurs d'avoir des SCI en dessous de holding qui sont transparentes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet comme ça de remonter un déficit. En fait, ça fait un peu comme l'effet de l'intégration fiscale, puisqu'en fait, vous allez, si vous avez un déficit avec les règles de l'IS, hein, donc avec l'amortissement, ça va vous permettre de remonter un déficit dans le résultat de votre holding et donc de diminuer votre bénéfice imposable dans la holding. Donc là, ça a un vrai intérêt. Par contre, si la société, la SCI, elle est en bénéfice, après amortissement, ça perd un peu de son intérêt, mais par contre, il y a un vrai intérêt quand on est sur les déficits. Voilà. Donc, intégrer une SCI dans une holding permet-il d'être imposé en IS sur les bénéfices générés par la SCIR sans changer son régime fiscal? Oui. L'intérêt est de conserver l'exonération de plus-value à 20 ans pour une revente de biens imposée à l'IR. Alors non, par contre, parce que ça ne marche pas, puisque, encore une fois, comme c'est une SCI transparente, le jour où vous allez céder le bien, ça sera les règles de l'IS qui vont s'appliquer, puisque c'est la holding qui va encaisser ensuite, enfin qui va encaisser, qui bénéficiera directement des fruits de cette vente, puisque c'est transparent. Donc ça revient tout à la holding. Donc attention à ne pas confondre. Il n'y a pas d'intérêt par rapport à la plus-value. Voilà, et là j'en ai presque fini avec les questions. Qu'est-ce qu'il me reste? Greg, est-ce que genre de conférence vous apporte suffisamment de nouveaux clients pour être rentable? Hors rétention de clients d'émissions non durables, c'est par la curiosité juste que j'envisage d'exploiter les conférences pour mon activité. Écoutez, là du coup, on sort du sujet Greg, mais c'est pour ça je l'ai gardé pour finir. Mais en fait, on ne le fait pas pour ça vraiment. D'ailleurs, la plupart des personnes qui assistent à ce webinaire sont déjà clients chez nous. Donc, vous voyez, vous l'êtes. Et puis, la plupart à qui j'ai répondu, je reconnais les noms, sont clients. Donc, du coup, on ne le fait vraiment pas pour ça. On vous le fait vraiment pour vous apporter du conseil. Et je ne vous fais pas du politiquement correct. C'est vraiment la volonté, c'est pouvoir vous apporter, vous éclairer sur un certain nombre de sujets. Après, ça peut potentiellement nous apporter de nouveaux clients, c'est vrai, mais ça reste quand même pas une source d'entrée principale. En fait, c'est une source, et là, si on rentre dans l'aspect business, c'est une source qui va plutôt faire convertir des personnes qui nous connaissent déjà et pouvoir leur montrer et leur démontrer qu'on maîtrise notre sujet. Et donc, pouvoir en fait voilà, faire prouver qu'on maîtrise voilà, les aspects conseils. Et aussi avoir un avant-goût de ce qu'ils peuvent avoir quand ils sont clients et avoir des webinaires régulièrement sur les sujets comme ça.
D'ailleurs, dans l'enquête de satisfaction récente qu'on avait envoyée, on vous a demandé, quels étaient les sujets sur lesquels, enfin, les sujets qui vous intéressaient à développer un webinar. Donc, du coup, on a bien pris en compte et notre planning là qu'on est en train d'établir sur les webinaires prendra bien en compte tous vos retours sur l'enquête de satisfaction, en tout cas les sujets qui sont revenus régulièrement, pour qu'on puisse justement vous proposer des sujets pertinents. Voilà, mais le sujet du jour, a bien marché en tout cas parce qu'on a rempli la salle, du maximum de participants, qu'on avait sur Livestorm donc c'est que c'est un sujet qui vous intéresse. Bon, merci beaucoup. Je pense que j'ai répondu du coup, enfin c'est pas je pense, hein, selon Livestorm, j'ai répondu à toutes vos questions, puisque je les ai checkées à chaque fois. Je vous remercie de votre attention. Je vous le redis, et merci pour vos petits mots là, je suis dans le chat. Merci, Olivier, merci Greg, merci Blériot, merci Mathieu. Du coup, je vous invite vraiment, pour ceux qui donc, sont déjà clients chez nous, si vous voulez aller plus loin sur le sujet, à en parler avec votre collaborateur comptable dédié et à pas hésiter à faire comme l'a fait Olivier sur sa je crois Olivier de Témoin qui l'a fait récemment, à en parler pour qu'on puisse, aller plus loin et planifier, un rendez-vous pour en discuter et avoir des solutions personnalisées, à vous proposer, déjà. Le vrai avantage qu'on a, encore une fois, j'y reviens, c'est que, au niveau du groupe, ça compte pour moi, on fait partie du groupe Compagnie Fiduciaire, qui est un cabinet d'expertise comptable, hein, mais qui est d'ordre, en tout cas, beaucoup plus important. Nous, on est 70, mais sur un groupe qui en fait 800. Et en fait, sur Compagnie Fiduciaire, dans ce groupe, on a l'avantage d'avoir des filiales qui sont, il y a un cabinet d'avocats et on a un cabinet en gestion de patrimoine. Et souvent, quand on structure ce genre de mission, ça permet aussi d'avoir de faire rentrer dans la boucle des avocats, des gestionnaires de patrimoine avec qui on travaille main dans la main et qui vous permettent de structurer une mission de façon très globale. Donc c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, on va animer des webinaires avec eux, hein, prochainement. Donc c'est vraiment très intéressant aussi de pouvoir le structurer comme ça et de pouvoir avoir trois yeux, trois paires d'yeux différents, en tout cas, entre l'expert comptable, l'avocat et le gestionnaire de patrimoine, pour pouvoir structurer ce genre de projet. Voilà. Merci. Greg fait sa pub pour les NFT. Et allez voir son site. Voilà. Merci à tous. Merci pour vos messages. Et puis, vous allez recevoir le replay automatiquement dans vos boîtes mail. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez voir aussi sur Livestorm notre calendrier des prochains webinaires à venir. Vous allez avoir pas mal de sujets, je pense, qui vont vous intéresser et qui peuvent être liés au sujet du jour, notamment. On va parler notamment d'investissement dans l'immobilier locatif. On va parler aussi de cession d'entreprise, des choses comme ça, de réinvestissement d'ailleurs avec ce CFGP, le cabinet de gestion de patrimoine, de comment investir son argent. Donc, c'est des sujets aussi qui sont liés à la ligne et qui pourront vous intéresser. Voilà. Merci, bonne journée à tous. Merci vraiment pour mon message. C'est très, très sympa à vous et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.